La prise en charge en hospitalier. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire initialement en préhospitalier. On arrive à l'hôpital. À l'hôpital, la prise en charge, elle va se faire soit en déchocage, soit en salle d'accueil de réanimation, principalement sur des patients polytraumatisés, soit au bloc direct. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et ça va dépendre de la stabilité du patient, on va le revoir après, du type lésionnel, forcément si c'est de la neurochirurgie ou des chirurgies lourdes qui va être nécessaire rapidement. Et puis, ce qui est important à savoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'intervenants. Il va y avoir plein de médecins, plein de chirurgiens, plein de paramédicaux, des infirmières de plein de services différents, les aides-soignants qui vont venir faire un brin de toilette et de ménage pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et de voir la peau correctement, les techniciens de radiologie qui vont venir faire les examens, etc. En général, c'est des équipes qui ont l'habitude, donc les équipes sont préparées. On n'est pas non plus comme dans urgence à attendre devant la porte complètement déguisé que le patient arrive, parce que bizarrement, en fait, on a du boulot en dehors de ça. Donc on ne peut pas attendre que le patient il arrive, mais par contre, quand il est là, on sait qu'il faut qu'on soit là maintenant. À l'arrivée, 3 challenges, les mêmes à peu près que ceux qu'il y a eu en préhospitalier, mais on revérifie tout ça. On va redétecter et stabiliser les détresses vitales qu'on a vues. On va revérifier ou rééquiper le patient avec les choses qui peuvent manquer, la sonde urinaire par exemple, le cathé profond, et on va refaire un bilan complet des lésions avec le retentissement. Donc forcément l'examen clinique, toujours, et puis des examens d'imagerie et de biologie. Et on va réfléchir assez rapidement s'il faut une transfusion en urgence vitale immédiate. Tout ça, c'est à faire vraiment en même temps. Le tout en essayant de le réchauffer, d'appeler les différents intervenants, etc. Le lieu d'accueil, il y en a donc, je parle pour le CHU de Rouen où je travaille, mais c'est à peu près le même fonctionnement partout. C'est des salles spécifiques où il y a un matériel qui est allumé, qui est vérifié 3 fois par jour, une fois par quart, avec un scope multifonction, un respirateur en état de fonctionnement, il n'y a plus qu'à appuyer sur on, il est déjà allumé, mais il n'y a plus qu'à lancer la ventilation, une aspiration en mode de fonctionnement, un défibrillateur et toutes les molécules dont on pourrait avoir besoin, molécules et matériels. Et bien sûr, un personnel en nombre, habitués souvent, dans un premier temps habitués, avec des qui sont plus ou moins habitués pour se former tous un peu, et puis avec un seul leader, il y a un chef d'orchestre. Souvent le réanimateur ou l'urgentiste, en fonction du lieu où c'est souvent cette personne-là qui va coordonner l'ensemble. Donc là, vous avez une photo des chocs chirurgical de Rouen. Donc il y a 2 lits de déchocage chirurgical à Rouen. Vous avez le brancard, le respirateur qui est prêt à partir, tout est branché, il n'y a plus qu'à mettre le masque, des seringues autopousseuses, le scope, le défibrillateur, des pieds à perf, de l'oxygène, de l'air, du vide, de tout. Et puis là-dedans, vous avez plein de choses aussi. Ce qui est important sur ce brancard spécifique de déchocage, c'est que vous avez systématiquement un plan dur pour bien protéger le rachis au complet. Et en dessous, je vous verrai sur une autre photo, un système qui permet de glisser la plaque de radio sous le brancard, qui est radiotransparent, et qui permet de déplacer la plaque de radio pour pouvoir faire une radio corps entier. Ce qu'on fait assez rarement maintenant, vu qu'on fait des scanners, mais ça peut servir. Ça, c'est un autre lieu d'accueil. C'est la salle d'accueil et de réanimation chirurgicale, la SAR, où on a à peu près le même matériel, c'est le même d'ailleurs, avec 2 lits aussi. Donc là, vous voyez, celui-là, il y a un patient. Vous avez pareil, un respirateur, un scope, un défibrillateur, tout le matériel qu'il faut un peu partout. Là, vous avez une technicienne de radio qui vient faire la radio de thorax au lit. Et puis, donc vous voyez, eux, par contre, ils ont plus de SAP parce qu'ils ont souvent des patients un petit peu plus lourds qui nécessitent plus de choses. Au déchocage, la question initiale, ça va être qu'est-ce qu'il y a comme geste de survie immédiat à faire? Arrêter un saignement, drainer un pneumothorax, intuber le patient pour faire en sorte qu'il n'inhale pas dans ses bronches et qu'il ne meure pas d'une inhalation. Après, on va le stabiliser. Si la tension elle est un peu faible, on va mettre un petit peu plus de médicaments, etc. Et puis, on va lui faire un bilan
qu'il n'y ait plus un bilan de débrouillage en dehors de la clinique. On va faire un bilan complet. Et en gros, on a 30 minutes pour faire tout ça. Au bout de 30 minutes, il faut que le patient, soit il soit au scanner pour monter au bloc le plus rapidement possible, soit au bloc directement s'il n'est pas stable. Donc, excusez-moi, je suis revenue en arrière, il faudra couper. Le geste de survie, c'est la décompression d'un pneumothorax à l'aiguille, l'évacuation d'un hémopéricarde, donc c'est les gens qui ont un épanchement péricardique et qui fait que le cœur est en tamponnade, donc le cœur il va se fatiguer très vite, une ligature artérielle, les embolisations d'hémostase, ça se fait pas en fait en geste de survie aux urgences parce qu'il faut déjà transporter le patient jusqu'à l'embolisation où il faut qu'à ce moment-là le patient soit déjà un peu stable. Donc en général, c'est considéré comme un geste de survie parce que ça doit être fait très très rapidement, mais en général, on prend quand même un peu de temps pour le stabiliser. Et par contre, on a demandé de la transfusion pour pouvoir permettre d'avoir une masse sanguine qui se maintient. Ce qui est exceptionnel, c'est la laparotomie, la cardiotomie en urgence dans les urgences ou dans la SAR. Ça arrive, pas autant que dans urgence ou dans Grey's Anatomy, mais ça arrive. Par contre, la neurochirurgie en urgence, c'est vrai qu'assez facilement, quand les patients sont très instables, une fois qu'on a le scanner, ils montent rapidement au bloc. Là, par exemple, excusez-moi, vous avez une patiente pareil, un accident de la route, on voit bien pareil la trace de la ceinture. On ne se rend pas bien compte là comme ça. On se dit que bon, elle a l'air d'avoir un petit peu de mal à respirer. Puis quand on regarde sa radio, on se rend compte qu'il y a de quoi qu'elle ait du mal à respirer. Parce qu'en fait, là, vous avez un poumon qui est plein de contusions pulmonaires. On voit plus, il y a quasiment un poumon qui fonctionne plus parce que l'ensemble du poumon est très abîmé. Et de l'autre côté, vous voyez que ce poumon-là, donc il y a probablement un pneumothorax de ce côté-là, parce que c'est très noir, on voit plus du tout de trame vasculaire. Donc là, cette patiente-là, elle respirait vraiment, vraiment très, très mal, parce que d'un côté, il y a quasiment que de l'air qui a comprimé le poumon, qui ne peut plus fonctionner correctement, et de l'autre côté, il y a eu des saignements, une contusion comme on a un hématome, et donc il fonctionne moins bien. Donc au déchocage, une fois que le patient est arrivé, on lance le bilan biologique. En gros, on fait tout ce qui est possible de faire. On va faire un monitoring, on va refixer, réattacher, remettre des sondes, etc. Et puis lancer le bilan de débrouillage. Le bilan de diagnostic, donc c'est ce qu'on appelle un bilan diagnostique, bilan lésionnel, il va dépendre de la stabilité du patient. Un patient stable, c'est-à-dire que la tension se maintient au niveau respiratoire, même intubé, on s'en fiche qu'il soit intubé, mais voilà, il arrive à peu près à respirer, on arrive à le ventiler, il a des constantes qui sont stables, son hémodynamique est bien, il est endormi, on peut se permettre de prendre tranquillement le temps de vérifier que ses sondes sont bien en place, qu'il a bien la voie d'abord, etc. Et on va avoir un scanner. Un patient qui est stabilisable, on va faire le plus gros, tout ce qui est pas trop long et qui permet de vraiment le stabiliser. On va faire une petite ponction, une petite évacuation, etc. Les premiers gestes thérapeutiques, donc ce que je vous disais. Et après, en général, on essaye quand même d'avoir un scanner corps entier. Parfois bilan radio-écho, mais en général, on préfère quand même vraiment le scanner corps entier qu'on arrive à avoir assez rapidement. Si le patient est complètement instable, ce qui est assez rare et qui arrive surtout sur les traumatismes du thorax fermé, en général, le patient il va monter au bloc directement pour une chirurgie de sauvetage. Et là, par contre, ils ouvrent du début à la fin, ils ouvrent, ils regardent et ils vont aller clamper tout ce qui peut saigner, etc. Dans les imageries, je suis désolée, je vais en arrière à chaque fois. Dans les imageries standards qu'on va faire quasiment systématiquement, sauf si le patient il arrive et que 5 minutes après on nous dit au scan il peut y aller. Mais si le scan, il faut attendre 5-10 minutes, on va faire venir une équipe de radiologie pour avoir une radio du thorax et une radio du bassin. Parce que c'est le thorax, il y a un potentiel vital, c'est ce que je vous disais, c'est les patients instables qui montent au bloc directement, et le bassin, c'est pareil. Donc, si le patient, il a l'air d'être plutôt pas trop mal, mais ça peut s'aggraver très vite, donc on va faire thorax-bassin. Si on a un peu plus de temps, parce que le scanner, ça va être que dans un quart d'heure, 20 minutes, on va commencer à faire les radios des membres qui sont atteintes et qui ont l'air déformés,
Éventuellement des radios de rachis, c'est assez rare. Et par contre, maintenant, on a des matériels d'échographie dans presque tous les services d'urgence. Donc on va faire ce qu'on appelle une fast écho, c'est-à-dire une écho appliquée à l'urgence où on va rechercher les épanchements abdominaux, les épanchements péricardiques, tous les éléments qui sont en faveur d'un saignement. Ça rejoint ce que j'ai dit au début, l'hémodynamique est vraiment toujours au premier plan. Et dès que possible, on va faire un scanner corps entier injecté. On va faire une stratification des indications thérapeutiques et de l'ordre de prise en charge. La fracture du tibia péroné est clairement moins urgente que la désinsertion mésentérique. Donc la désinsertion mésentérique, c'est sur un choc avec un mouvement de décélération où en fait vous avez toute l'artère mésentérique qui va se désinsérer de l'insertion postérieure qui peut créer des déchirements ou des anévrismes importants avec des saignements majeurs. Clairement, l'urgence, là, c'est pas sa cheville, c'est la désinsertion mésentérique. Et c'est important parce que là, par exemple, je suis désolée, j'arrête pas d'aller en arrière. Sur l'imagerie, par exemple, ça c'est une petite dame que j'ai reçue aux urgences, qui est venue pour un traumatisme du bassin. On pensait tous qu'elle avait une fracture du col du fémur. Et puis je récupère la radio, elle était pas stable, enfin pas instable, elle était douloureuse, elle était un peu tachycarde parce qu'elle commençait à perdre un peu de sang. Heureusement, elle avait encore des bonnes réserves. Et puis je fais la radio et je vois surtout qu'il n'y a pas de fracture du col du fémur, ni d'un côté ni de l'autre. Mais il y a une fracture importante du cadre obturateur, donc à 2 endroits, ici et ici, avec un fort déplacement ici. Je vous rappelle que les vaisseaux, les artères iliaques, enfin l'aorte, elle arrive à peu près ici. À partir d'ici, elle se découpe en artère iliaque. Donc on passe tout près avec ce morceau-là. Que ici, vous avez la vessie. Si on transperce la vessie, ça fait une péritonite sévère avec des urines qui se répandent partout. Et accessoirement, donc on voit qu'il y a une grosse fracture déplacée du cadre obturateur, mais elle a aussi ce qu'on appelle une disjonction sacro-iliaque. Donc ça, c'est des arguments de traumatisme du bassin très graves qui peuvent saigner 3-4 litres. Donc rapidement, cette patiente-là, elle a été transférée dans dans le secteur du déchocage où elle n'était pas, pour la prise en charge. Dans l'imagerie, ce qu'on peut faire aussi, donc là, c'est 2 autres scanners. Ça, c'est un scanner qui est un polytraumatisme, qui s'en est pas trop mal sorti. Le scanner, je le mets parce que d'un point de vue imagerie, c'est assez beau. C'est un jeune homme de 27 ans qui s'est tiré une balle de grenaille dans la tête. Quand on regarde l'ensemble du scanner, on se rend compte qu'en fait, il y a des tracés où on voit donc la grenaille qui est rentrée par ici et qui fait des allers-retours. En fait, il y a eu des ricochets. Et donc, en fait, il a complètement flingué la moitié de son cerveau. Mais il est sorti. Ce patient-là, on était persuadé quand il est arrivé qu'on allait signer son certificat de décès dans les jours à venir. Et il est sorti au bout d'un mois de réanimation en étant capable de nous dire merci et au revoir. Alors certes, il est un petit peu frontal, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas bien compte de tout ce qui se passe, qu'il est un petit peu confus sur pas mal de choses, et il est hémiplégique, mais il recommence à marcher. Il habite maintenant en appartement avec une aide à domicile, et il peut parler et il vit, quoi. Cette histoire-là, elle est beaucoup moins drôle. C'est pour ça que je vous la montre, parce que c'est important de faire une radio de thorax. Ce patient-là, c'est un monsieur de 47 ans qui est arrivé, qui a eu un accident de la route dans une voiture a priori plutôt grosse voiture. Airbag déclenché, mais douloureux un peu partout, surtout au niveau du thorax. Qui a été emmené à la SAR, et puis on avait demandé le scan corps entier, qu'on attendait on a dû l'attendre 10 minutes, un quart d'heure, et vu qu'on l'attendait, on s'est dit, on fait la radio de thorax, parce que la radio de thorax, c'est plus rapide à avoir. Et la radio de thorax, quand on nous l'a amenée, on a vu ça. Et alors ça, donc c'est une radio de thorax jusqu'à présent assez classique, sauf que là, on voit que c'est beaucoup trop large. Il y a un élargissement du médiastin qui est majeur, et cet élargissement du médiastin, c'était le signe d'une rupture de l'isthme aortique. Ce patient-là, quand on a vu la radio, on a appelé les chirurgiens cardiaques, et il a commencé à dire « je me sens partir », et il est mort. On n'a rien pu faire. Donc c'est vraiment important de faire ce type de radio quand on sait qu'on n'aura pas le scan avant 10 minutes, parce que
c'est pas de peau, il a tenu pendant 35 minutes, il aurait peut-être tenu un quart d'heure de plus. Mais quand on a la radio, là, ce patient-là, on n'avait plus besoin du scan corps entier. L'urgence, c'était d'ouvrir son thorax. D'autres radios, enfin d'autres scanners, donc ça c'est des scanners de traumatisme crânien. Vous avez un hématome intraparenchymateux avec un gros hématome. Donc ça saigne beaucoup, hein, le crâne, vous voyez que ça saigne vraiment pas mal. Vous pouvez vite vous faire 300 cc sous la peau. Et puis là vous avez un hématome extradural qui est pas encore trop abondant, mais on voit que ça commence à faire une petite compression, un effet de masse. Ça c'est un scanner du thorax, vous voyez, donc c'est en post-traumatique également, on voit qu'il y a un épanchement pleural des deux côtés, un pneumothorax antérieur, donc là on voit bien qu'il y a, ça c'est de l'air, hein, tout ça c'est de l'air, là c'est du poumon, donc on voit bien qu'il y a le poumon qui se balade alors que celui-là il est bien touché partout. Il y a un pneumomédiastin, c'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme du médiastin aussi, et il y a de l'air également dans le médiastin autour du cœur, et une grosse contusion pulmonaire. Ça, c'est un patient, au niveau du traumatisme thoracique fermé, c'est un patient extrêmement grave, qui va être très difficile à ventiler et qui peut vraiment s'aggraver. Si je ne me trompe pas, c'est un patient qui avait reçu un arbre, ils étaient en train de couper des arbres avec son frère et l'arbre lui est tombé dessus. Donc, les traitements symptomatiques, je répète, toujours l'hémodynamique au premier plan, avec éventuellement des catécholamines. S'il y a un traumatisme crânien, on ne va pas mettre d'hypotension. C'est vraiment important que le cerveau soit bien irrigué. Mais s'il n'y a pas de traumatisme crânien et que le patient est conscient, on va se permettre une petite hypotension pour limiter l'augmentation du saignement. Forcément, quelqu'un qui a 17 de tension va saigner plus que quelqu'un qui a 10 de tension. C'est une prise en charge multidisciplinaire. À chaque fois que vous allez déplacer un patient, que ce soit en préhospitalier ou en hospitalier, vous allez l'aggraver. C'est systématique. Un patient qui s'est stabilisé, dès que vous allez le déplacer d'un brancard au scanner, d'un brancard au bloc, du lit de bloc au service, etc., tout ça, c'est des choses qui vont aggraver l'état général du patient. Donc, quand on va décider de le déplacer, on va réfléchir pourquoi et on va faire tout d'un coup. Si le patient il est stable et qu'il a besoin de la prise en charge de son traumatisme du thorax, puis de son humérus et de sa cheville, ils vont commencer par le thorax parce que c'est le plus important. Et puis, s'il est vraiment stable, on va en profiter, on va faire la cheville et l'humérus. Comme ça, il est anesthésié qu'une seule fois et déplacé qu'une seule fois. Et dans les choses qu'on va surveiller, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë dans les signes de choc, et puis la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, qui sont secondaires au choc. Quand un patient se met à saigner énormément, quel que soit le mécanisme du saignement, se déclenche ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée, c'est-à-dire que tous les facteurs de coagulation sont en chute libre, le fibrinogène augmente, et c'est des patients qui ne peuvent plus coaguler. Les plaquettes chutent et d'une part, ils ne peuvent plus coaguler et ils peuvent commencer à faire des thromboses inexpliquées. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à récupérer. Si le patient est instable, dans tous les cas de toute façon, même en préhospitalier, ce qui va être important, c'est donc le respect de l'accès tout tronc, c'est toujours la même chose, la réduction des fractures, c'est ce que je vais vous montrer juste après, et puis s'il y a des fractures ouvertes, pas hésiter à mettre très rapidement les antibiotiques, parce que une arthrite ou une ostéite, c'est quelque chose qui est très difficile à guérir, qui peut assez facilement finir par une amputation, et dans ce cas-là, c'est un peu dommage de se dire qu'on aurait pu mettre les antibiotiques directs, donc il faut essayer d'y penser rapidement. Donc là, je vous montre une réduction de fracture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre petit monsieur de tout à l'heure qui était en train d'être intubé. C'est lui. C'est un accident de moto. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez sa tête ici, le thorax, le bras. Et ça, le bassin est là. Et là, vous avez son fémur qui repart avec la basket qui est ici. C'est pas sain. Le fémur, il était en plein de tout petits bouts. Donc ce patient-là, il était conscient, c'était un polytraumatisme parce qu'il y avait une fracture du bassin, potentiellement une fracture du thorax et accessoirement un fémur qui était en miettes, complètement en miettes.
Et donc, ce patient-là, il a été intubé plus tôt pour le confort, pour pouvoir lui remettre la jambe dans l'axe. Et sa jambe, on l'a remise dans l'axe avec une attelle de Dunaway. Je vais vous montrer après. L'attelle de Dunaway, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met une anesthésie, on fait un bloc à ce niveau-là pour complètement endormir la jambe, et on va tirer sur la jambe et la mettre dans l'axe. Et finalement, regardez, sa jambe, elle n'est pas si mal, une fois qu'elle est dépliée. On voit qu'au niveau vasculaire, ça fonctionne encore. Il est bien rose, donc ça, c'est plutôt important. Donc pour terminer, ce qui est vraiment important sur l'ensemble de la prise en charge du polytraumatisé, c'est qu'il faut être prêt et organisé avant. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment, et savoir en gros ce qu'on doit faire, c'est vraiment important. Courir partout en criant c'est affreux, ça n'a jamais rien fait avancer. Prioriser les défaillances. Qu'est-ce qui est important? Il y a 3 choses qui sont importantes. La défaillance hémodynamique, qu'on va traiter avec l'arrêt d'enseignement et le remplissage. La défaillance respiratoire, qu'on va traiter avec la libération des voies aériennes supérieures et la ventilation. Et la défaillance neurologique, qu'on va traiter dans un premier temps par la position latérale de sécurité. Et en fonction de l'évolution de tout ça, on va éventuellement faire une intubation et toutes les autres prises en charge que je vous ai détaillées initialement. Je vous ai mis 1 ou 2 algorithmes de prise en charge des patients, donc le polytraumatisé avec le bilan clinique complet, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'a que nos mains et le stéto. Avec les prises en charge, le SAMU, et après savoir s'il répond bien, on peut aller au déchocage de l'hôpital de référence. S'il est instable, mais vraiment instable, qu'on n'arrive pas à le mettre à faire en sorte que les choses se maintiennent, on peut avoir tendance à s'arrêter dans un service d'hôpital proche pour envisager une chirurgie. Par exemple, la désinsertion mésentérique. Si on sait qu'il y a 40 minutes, si vous avez un accident à côté de Gisors, vous n'allez pas faire 35 minutes pour arriver au CHU sur une désinsertion mésentérique. On va s'arrêter d'abord à Gisors, on va faire une chirurgie d'hémostase initiale, on va refermer rapidement, et on va aller après à l'hôpital de référence. Et donc ça, c'est l'algorithme de Vittel de 2002 avec les différents éléments de prise en charge, soit centre spécialisé, soit centre classique, en fonction des différents types de lésions et des différents éléments qu'on retrouve à l'examen. Voilà, je vous remercie de votre attention.